Alors, Caroline, j'ai l'impression que tu viens de te joindre à nous, donc bienvenue. Tu vas aussi prendre la parole. Hein. Elle est encore en train de joindre. Donc, bonjour Caroline, je pense que tu viens de te joindre à nous. Oui, bonjour. Je suis ravie de te revoir, hein, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Voilà. On va encore attendre un tout petit peu parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de participants prévus. We gaan nog even een tijdje wachten. Want er zijn normaal heel wat mensen ingeschreven voor deze sessie. Dus we gaan nog even zorgen dat we iedereen mee hebben. Est-ce qu'il y a déjà un Marc Petit-Frère du centre de Florène qui est présent? Peut-être sous un autre nom ou pas? Non, alors on va encore attendre un peu plus. Bon, bah, déjà, bienvenue pour ceux qui y sont. On va attendre encore 2 minutes, mais donc si vous avez encore besoin d'un petit café ou un dernier shot de caféïne, c'est le moment. Als jullie nog een laatste cafeïne-shot nodig hebben, dan is dit het moment. Want we gaan binnenkort eraan beginnen. Welkom. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, donc moi je m'appelle Katia et c'est moi qui ferai la modération de la séance tout à l'heure. On attend encore 2-3 minutes parce qu'il y a des gens qui continuent à rentrer et puis on se lance. Je propose qu'on éteigne les micros entre-temps si ça vous va. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Welkom iedereen. Je vais d'abord vérifier. Bienvenue à tous. Les membres du panel. Je vois Marc, je vois Henri Moos, je vois Caroline et je vois que Pieter va revenir dans une seconde. Donc j'attends encore une petite minute. Question de pas partir sans vous. Ik wacht nog even 1 minuut dat we alle... Donc j'attends pour une minute avant qu'on ait tous les membres du panel. Et voilà, on a tous, on les a tous. Bienvenue à cette séance sur la collaboration entre les centres et les écoles.
Welkom voor deze sessie rond scholen en Bienvenue à cette séance sur la collaboration entre les écoles et les centres d'accueil. Ik- qui est donc un centre de recherche spécialisé en sciences familiales et où on travaille beaucoup sur tout ce qui est asile et migration. Et puis, pour ceux qui me connaissent peut-être un peu, j'ai travaillé beaucoup sur les MENA et avec les MENA pendant très longtemps. Et donc, j'ai le plaisir de pouvoir modérer cette séance. Ik ben perfect tweetalig. Je suis bilingue, parfait bilingue, et ce sera la règle pour cette séance. Tout le monde parle sa langue et nous avons une équipe fantastique qui s'occupe de la traduction. Bon, on va commencer, on va créer un moment commun. Qu'a-t-on au programme aujourd'hui? Nous allons, je vais expliquer une enquête, une recherche qu'on a fait sur la collaboration des écoles et des centres d'accueil. Et ensuite, on va entrer en discussion avec les membres du panel qui vont se présenter. Donc, je vais vite lancer ma présentation PowerPoint et puis après, on va rentrer vraiment dans le débat avec le panel. Alors, vous allez directement devoir me dire si vous voyez ce que j'essaye de vous montrer. Attendez. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre ou pas? Non. On voyait ta page d'accueil et là, on nous revoit. Voilà. Voilà. J'ai quand même fait une petite page de bienvenue. Ce serait dommage de ne pas la voir. Donc voilà, bienvenue à la séance. Alors, rapidement, peut-être quelques consignes techniques. Les joies des réunions en ligne, c'est qu'il faut éteindre les micros, parce que sinon on ne s'en sort pas. Vous parlez dans la langue que vous voulez. La réunion est enregistrée, donc quelque part votre participation suppose votre consentement. Pendant que je présente, forcément, je ne peux pas voir les questions, donc posez-les dans le chat, levez la main et puis on s'en occupera juste après. Et puis juste une petite question technique, c'est que si vous voulez prendre la parole, il faut arrêter la traduction parce que sinon, au niveau micro, on ne s'en sort pas. Voilà, rapidement. Alors, pourquoi est-ce que je prends la parole? Et c'est que je travaille sur un projet qui vise à améliorer les opportunités des enfants en centre. Et donc, ce projet a deux objectifs, à la fois développer une vision de qualité sur l'accompagnement des enfants MENA et enfants en famille dans les centres d'accueil, et de deux, de travailler tout en pôle de formation pour les centres, essentiellement maintenant focalisé sur les dynamiques familiales et la sécurité. Mais pour faire ce projet, on a fait vraiment beaucoup de recherches et donc on a interviewé énormément de parents, d'enfants, de collaborateurs de l'accueil. Voilà, on a fait 123 interviews, on a quasiment parlé à 150 personnes et on avait vraiment voulu savoir qu'est-ce qui se joue dans l'accueil au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau des travailleurs, etc. Et donc forcément la thématique des écoles et des centres d'accueil et la collaboration a été fortement présente parce que forcément les centres d'accueil et les écoles, c'est les deux espaces de vie et de développement pour les enfants fondamentaux. Et en même temps, on s'en est rendu compte très rapidement qu'il y avait des réalités très diversifiées avec lesquelles auxquelles les centres devaient faire face. On a rencontré des centres où tous les élèves allaient dans la même école et on a rencontré des centres où ils devaient collaborer avec 16 écoles différentes. Et donc, les deux ont des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire une surconcentration dans une école peut complexifier l'interaction avec les écoles. En même temps, quand il faut collaborer avec ces écoles, il faut que le centre ait la capacité de travailler la collaboration, la bonne collaboration avec toutes ces écoles. Je ne vous apprends rien en disant qu'il y a énormément de différences aussi au niveau de l'accessibilité des écoles. Ceux qui
où les élèves mettent 2 heures à arriver à l'école et toutes les implications, et aussi toutes les tensions que ça crée avec les équipes du centre, surtout quand il y a des écoles qui sont près et des écoles qui sont plus loin, et donc souvent aussi créer des tensions avec les collaborateurs de centre qui se trouvent quelque part un peu personnifiés dans cette idée d'inégalité de traitement. Et après, forcément, il y a aussi différents niveaux d'expertise et d'ouverture des écoles, mais des fois aussi des centres à collaborer ensemble. Alors, l'idée, c'est que surtout, on avait parlé avec le panel, mais vous allez voir que forcément, il y a différents niveaux de défis qui vont se poser. De manière générale, la question de est-ce que les écoles et les centres connaissent bien la réalité ou pas. Et donc souvent là, on voit déjà que l'absence de bonne connaissance de la réalité de terrain de l'un et de l'autre fait que la collaboration peut être plus compliquée. Forcément, il y a plein de défis liés au contexte. Je pense qu'actuellement, on est en plein dedans, l'ouverture des centres, les écoles qui ne sont pas forcément préparées, l'accès aux DASPA, la réputation après les DASPA. Et en même temps, on va voir aussi que, par exemple, dans les centres, la question il y a des questions très pratiques au niveau de la scolarité, est-ce qu'on met un horaire de nuit pour que les enfants dorment assez, comment est-ce qu'on gère la rentrée, etc., qui va faire que la scolarité est quelque chose qui traverse la vie des centres. Nous verrons également qu'un des défis qui reviendra dans l'enquête était centré sur les besoins spécifiques des enfants. Les centres étaient très créatifs pour trouver des pistes, pour trouver des solutions pour les jeunes avec des traumatismes très lourds. Et ça ouvrait des possibilités à la logopédie, le psychologue ou le logopède. Aussi bien l'école que le centre est lié à un réseau plus large et les possibilités d'avoir ou non accès à l'aide. 2 autres éléments qui sont importants, qui jouent dans la collaboration entre les écoles et les centres d'accueil, c'est d'abord l'implication des parents. Comment sont-ils impliqués dans ce processus? Ce sont des écoles, les soirées des parents, des communications directes avec les parents et avec les centres, l'accès à des interprètes, tous ces éléments jouent. Un deuxième élément qui revenait souvent au point relationnel, c'est qu'en fait, nous avons une propagation des conflits, des comportements d'harcèlement du centre vers l'école, une contamination. Et à ce niveau-là, ça posait des problèmes. Comment réagir par rapport à cette dynamique? Et ça nécessitait beaucoup de communication. Alors, je vais m'arrêter ici un moment. L'année prochaine, on publiera un livre sur la réalité de l'accueil et d'ici là, on pourra en parler plus en détail, mais pour l'instant, il me semble intéressant de continuer avec les membres de ce panel. Je sors de la panel. Peter, tu peux te préparer et ajouter et allumer plutôt ton micro. Bonjour, je suis Peter Schurz. Est-ce que vous m'entendez? Je suis Peter Schutter, je travaille auprès d'Avis d'Asile Arend. Donc, entre-temps, ça fait 2 ans que j'y travaille comme accompagnateur, dont 1 an, je fais le suivi au niveau des écoles. dont moi, je suis responsable des contacts entre les centres et les écoles. Je fais le suivi si les enfants ont des besoins, quels sont leurs besoins, etc. Bienvenue à Peter. Prochaine personne sur la liste du panel qui peut peut-être rapidement se présenter, c'est Marc Petitfrère du centre de Florène. Oui. Bonjour, moi je m'appelle Marc directeur adjoint à Florène. Je me suis occupé de la scolarité pendant plusieurs années. Je m'occupe aussi de la section MENA, des accompagnateurs de vie et de l'accueil. Donc voilà un petit peu mes fonctions. Et donc moi je suis
sauf quand il y a un petit souci à régler ou un gros souci à régler, établir des collaborations, etc. Merci Marc, et puis je pense qu'on aura le temps de revenir sur ces petits soucis dans quelques secondes. Je propose à Caroline de se présenter. Oui, bonjour, je suis Caroline, je suis la référente scolaire au centre El Paso à Gembloux, donc c'est un centre qui n'accueille que des MENA. Ça fait 18 ans que je travaille au centre et ça fait un peu plus de 16 ans que je m'occupe uniquement de la scolarité. Voilà, donc je m'occupe vraiment de la communication avec les écoles, des inscriptions, du suivi des jeunes, de voir avec eux ceux qui veulent faire les orientations, les petits problèmes, les renvois, les besoins complémentaires. Et voilà. Ok, on va en entendre plus tout à l'heure. Merci Caroline. Et là, je propose à l'équipe du ITCF de Henri Mauss. Je pense qu'il y a Anne Mossia, mais je pense qu'il y a aussi sa collègue qui peuvent peut-être rapidement se présenter. Oui, donc moi c'est Karine Cat et je suis professeure de FLE en DASPA depuis 15 ans maintenant. Donc, voilà. Moi, c'est Anne Mossia, je suis professeure de français en DASPA depuis une bonne dizaine d'années. D'accord. Bienvenue, merci d'être là. Et puis, on est très content aussi que vous représentez, alors peut-être pas tout le monde scolaire, mais je pense que c'est important d'entendre quand même le point de vue des écoles. Alors, je vais poser des questions un peu transversales aux membres du panel et dès que vous vous sentez inspiré, prenez la parole, levez la main, etc. Mais donc, je pense une première question à vous poser à toutes et tous, c'est la question de quels sont les défis que vous rencontrez voilà, dans la communication et la collaboration entre centres et écoles. Je vous rassure, après on finit sur des touches plus positives, mais je pense que c'est quand même important de faire un peu le bilan de qu'est-ce qui peut poser question ou qu'est-ce qui peut poser défi. Dus dit is een vraag voor iedereen. Wat zijn de uitdagingen? Quels sont les défis en communication et la collaboration entre les écoles et les centres de déficit? Si vous voulez inspirer, prenez la parole. Je vais vous donner des noms et alors la personne peut parler. Sinon, arbitrairement, je donne un nom et je vous donne la parole. Hein. Moi, je veux bien commencer. Voilà. Parfait. Le premier défi, c'est déjà d'avoir des places dans les écoles. Parce que l'augmentation du nombre d'arrivées, surtout au niveau des MENA, ça commence à bouchonner au niveau des écoles. Et bien entendu, de trouver des écoles qui veulent bien ouvrir des DASPA, c'est aussi un défi. Parce qu'il y a certaines écoles qui ne veulent pas en entendre parler. Si je parle pour Florène, par exemple, on travaille principalement avec une seule école au niveau d'ASPA, c'est l'Athénée de Florène. Les autres écoles, est-ce par peur, est-ce par choix, on va dire, politique, ne veulent pas ouvrir de DASPA, du moins pour le moment. On en a eu précédemment, mais actuellement, elles ne veulent pas ouvrir de DASPA. Donc, elles accueillent seulement les élèves quand ils ont fini leur DASPA et qui peuvent être intégrés dans des classes normales. Voilà un petit peu le premier défi, c'est trouver de la place pour tous les jeunes. Merci. Et puis je pense que de manière sous-jacente, il y a déjà un deuxième défi, c'est quelque part l'ouverture ou l'aisance que les écoles peuvent avoir par rapport à ce public. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ajouter d'autres défis? Tu vas répondre. Nous, paradoxalement, le défi, c'est qu'à Namur, il y a maintenant une concurrence effrénée en DASPA. Et le défi qu'on a cette année, c'est de trouver des élèves. Nous. Il y a des années, on est submergé et cette année, on est en dessous de la norme. Et donc, quelque part, ça met aussi en exergue le fait que les mouvements et les nombres varient à chaque fois et les réalités font que tout le monde doit s'adapter constamment. Zijn er nog andere uitdagingen? Y-a-t-il encore d'autres défis? Des défis que vous rencontrez? Les défis au niveau des DASPA, moi je trouve que ça
ça tourne encore bien. Les défis, c'est plutôt pour après, les intégrations en classe extérieure en cours d'année et la collaboration plus avec des personnes, des professeurs et des écoles qui n'ont pas de DASPA et qui sont beaucoup plus fermées ou dans l'incompréhension par rapport aux jeunes MENA. Mais c'est vrai que paradoxalement, avec les écoles qui ont des DASPA, ça tourne relativement bien par rapport aux capacités que chacun a et aux limites de chacun. Pieter, hier in Franstalig België geven ze aan. Peter, on dit du côté francophone du pays que l'accès au DASPA, ça va. Ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est le poste d'ASPA qui pose problème. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez également ou non? Ou quels sont d'autres défis pour vous? Nous, on collabore avec 2 écoles qui s'organisent maintenant. Et comme les autres, nous dépendons fortement des services offerts. Bon, on travaille également avec des accompagnateurs pour les mineurs, mais on remarque que plus il y a de gens dans le centre, eh bien, il faut trouver plus de place pour ces jeunes à l'école et on remarque que les écoles, physiquement, comme nous en tant que centre, ont leurs limites et ces limites sont pratiquement atteintes. Donc, je ne peux rien dire de négatif, mais il faut avoir tout simplement des places pour pouvoir offrir un enseignement de qualité à ces jeunes. Alors, pour ce qui est le poste d'ASPA, nous remarquons que ces jeunes ne peuvent que s'orienter vers l'enseignement professionnel à temps partiel. Et c'est un peu un piège, comme on l'a dit, hein, beaucoup de jeunes vont s'orienter vers cet enseignement professionnel. Mais bon, chez nous, ça se passe bien. Il y a une école coupole avec 3 divisions et nous avons 10-12 jeunes qui sont répartis dans ces 3 écoles. On remarque la différence avec DASPA. Hein. DASPA est orienté vers ce groupe cible. Actuellement, je trouve que ça se passe très bien. Il y a beaucoup de communication et je trouve que c'est important afin de se comprendre mutuellement. Oui, en effet. C'est l'accès, la capacité qui jouent un rôle tant dans les écoles que dans les centres d'accueil. Tout à l'heure, Marc, tu mentionnais les petits ou les grands problèmes à gérer. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que je pense que ça rentre toujours un peu dans la catégorie des défis qu'on peut rencontrer dans la collaboration entre les centres et les écoles. J'ai pas entendu le début de ce que tu disais. Non, je posais à la fois pour Marc et pour Caroline, je pense. Tous les deux, vous mentionnez des fois les petits ou les grands problèmes à gérer par rapport à la collaboration avec les écoles. Est-ce que vous pourriez un peu dire plus? Quelles sont, par exemple, les situations qui rendent plus compliquées ou des fois qui créent des tensions Pour le moment, on a un groupe relativement monoculturel qui est celui des Afghans. Et donc, ça crée vraiment un gros souci parce qu'au niveau de l'apprentissage de la langue, et même eux, ils le disent, on est toujours tenté de parler afghan entre nous. Et finalement, ils n'apprennent pas énormément à l'école parce qu'ils se renferment sur le groupe. Et on a vraiment des difficultés à ce niveau-là. On n'arrive plus à faire des groupes mixtes comme ça. Et comme ils font des groupes par niveau, et c'est tout à fait normal qu'ils fassent des groupes par niveau à l'école, je crois qu'il y a 6 ou 7 classes d'ASPA là, chez nous à l'atelier de Florène. Et donc, le plus bas niveau, entre guillemets, de connaissance de français, on se retrouve avec pratiquement 100% d'Afghans, quoi. Et donc, c'est vraiment super compliqué pour eux d'essayer de s'investir dans l'apprentissage du français. Ouais. Est-ce que c'est une réalité que les autres rencontrent aussi?
Mais en fait, chez nous, l'avantage sur Namur, et c'est vrai que Madame Bossel disait que c'était compliqué, maintenant ils étaient un peu en recherche d'élèves, c'est qu'il y a une offre plus grande au niveau des LASPA et j'ai déjà eu, moi j'ai plus l'habitude de séparer justement et j'ai pas mal d'écoles qui le permettent, d'éviter de mettre tous mes Afghans dans la même école, tous mes Guinéens dans la même école et donc je sépare les groupes pour justement qu'ils aient cette capacité de s'intégrer dans l'école en dehors des dingues qui créent au centre. Maintenant, c'est sûr qu'on a 4 écoles d'ASPA qui offrent toutes les 4 des options différentes presque au niveau professionnel et enseignement par la suite. Et donc, on peut déjà orienter plus ou moins les jeunes en fonction de l'apprentissage qu'ils veulent faire par la suite, s'ils savent ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc, c'est un peu un avantage. Ik zie dat Fatma Anzalo. Je vois que Fatma a levé la main. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, en fait, je voulais dire, pardon, je dois peut-être désactiver la traduction, enfin l'interprétation. Voilà. Donc oui, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Monsieur Marc Petitfrère en tant qu'enseignante de DASPA depuis peu. J'ai une classe très hétérogène, donc j'ai quasiment exclusivement que des Afghans. Ce qui ne facilite pas la chose, c'est que oui, ils sont tentés de parler afghan entre eux et en classe. Et bien sûr, ils m'ont dit que dans le centre, bien sûr, ils sont tout le temps entre eux, même s'il y a des Syriens ou d'autres nationalités. Mais voilà, comme ils ont des problèmes déjà de communication, enfin basiques, ils préfèrent rester entre eux et parler, ce qui ne facilite pas beaucoup, si vous voulez, l'avancement de l'apprentissage. Et puis la communication aussi extérieure. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues Anne et Karine. Voilà. Peut-être justement à vous de réagir, Anne et Karine. Mais nous, on a un autre, donc ce sont des Afghans et alors exclusivement des garçons. Donc on arrive avec des classes où il y a très peu de filles aussi. Ça, c'est embêtant aussi, le fait qu'il y ait peu de filles. Parce qu'alors, ils restent toujours entre garçons, ils ont toujours, enfin, oui, c'est un autre travers de ce type de groupe, je vais dire. Oui, donc il y a quelque part le groupe linguistique, le groupe du genre qui influence. Exactement, c'est tout à fait vrai en fait. Pieter, is dat ook een realiteit die jullie in Arendonk? Peter, est-ce que c'est une réalité que l'on rencontre également à Arendonk, que ce sont des groupes homogènes dans votre centre? Oui, on a beaucoup de garçons afghans, c'est la majorité, la grosse majorité. On a uniquement des garçons d'ailleurs. Et les jeunes s'en plaignent d'ailleurs parce qu'ils sont en classe avec que des garçons afghans où il y a une personne qui a une autre nationalité et ils l'indiquent eux-mêmes. Pendant les cours, ils parlent pashto entre eux et les enseignants et les jeunes le remarquent et eux, ils les rencontrent cela comme étant une irritation, une frustration. Ils préfèrent des classes plus diverses. Et voilà. Donc, ils préfèrent ne pas toujours parler comme cela entre eux. Donc, les jeunes Afghans l'évoquent eux-mêmes et ça se reflète peut-être dans les classes. Donc, on parle tout le temps pashka et pas français. Donc, ils apprennent moins vite. Peut-être une question pour les 3 membres du panel qui travaillent dans les centres. Et c'est vraiment de se poser la question de quoi est-ce que vous avez besoin en tant que centre pour pouvoir bien collaborer avec les écoles. Qu'est-ce qui fait que, de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin pour sentir que cette collaboration est au maximum de sa constructivité, si je peux dire.
voilà, si quelqu'un veut déjà prendre la parole, je poserai Oui. la question après de la perspective des écoles. Hein, donc, je ne vous oublie pas en remote. Voilà. Oui, ben, nous, ce qui est important, super important, c'est d'avoir un contact, une porte d'entrée, entre guillemets, donc avoir une personne de référence là-bas qui a aussi une personne de référence ici au niveau du centre. Donc, c'est Nadia qui aurait dû être là, mais qui est en congé. Par exemple, comme ça, on établit vraiment un dialogue par rapport à le fût qu'administratif ou quand il y a des petits soucis. Et comme ça permet d'intervenir relativement tout de suite et de prendre en charge même les choses au niveau du centre. Il ne faut pas qu'on laisse traîner les petits soucis quotidiens. Il y a 2-3 semaines, on est allé passer toute une matinée là-bas, voir toutes les classes, réexpliquer les objectifs de l'école, leur expliquer, en fait, pour appuyer ce que l'école leur dit, pour vraiment faire une triangulation entre le centre, l'école et les enfants qui y sont. Donc, c'est vraiment super important de tout le temps partager. Nous, quand on a des infos aussi, par exemple, je sais pas moi, sur des particularités culturelles ou quelque chose comme ça, on rencontre les profs et on essaie d'aller leur expliquer. Ils peuvent très bien venir nous trouver aussi. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment super important de tout le temps être en contact avec l'école. Oui, donc communication, soutien mutuel. Est-ce que Caroline, tu as des choses que tu voudrais ajouter ou oui, effectivement, préciser? la personne de contact, c'est vraiment essentiel. Et avoir, je vais prendre bêtement l'exemple de Saint-Joseph. Ils ont mis, il y a un éducateur, comme toutes les écoles, qui s'occupe spécialement des DASPA, mais qui a travaillé dans un centre et donc qui est face à une réalité concrète parce qu'il sait comment fonctionnent les jeunes. Et donc, en exemple, cette année, il a installé un fauteuil dans son bureau. Et donc, quand le jeune ne se sent pas bien, à la place de le renvoyer au centre, il propose qu'il s'installe dans le fauteuil. Et ça décharge souvent, il y a une discussion qui peut s'installer au niveau de l'école. Et le jeune reste parfois une demi-heure, 1 heure dans le bureau et puis se sent capable de retourner en classe. Ça, c'est vraiment bien parce que le nombre de jeunes qui ont des maux de tête, des fatigues, qui sont passagères et qui rentrent parfois après 2-3 heures de cours, qui ont juste peut-être besoin de se poser une demi-heure, 1 heure, ça décharge et ça permet aux jeunes de rester en contact avec l'école et ça montre la position de l'école qui est attentif aux jeunes aussi en disant bon, c'est bon, tu as mal de tête, je te donne un médicament et je te ramène chez toi. Après, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile de mettre en place, qui est parfois compliqué et c'est un luxe, mais je me rends bien compte que depuis septembre, on a beaucoup moins de jeunes. Enfin, on a 4 jeunes là-bas, donc c'est pas énorme non plus, mais c'est des jeunes Afghans qui revenaient facilement et là, ils restent leur journée complète à l'école, ça accroche beaucoup plus facilement. Donc, quelque part, un bel exemple de cette compréhension des deux réalités pour mieux accrocher les jeunes, quoi. Oui, oui. On y va, on monte. Pardon ? On voulait parler. D'accord, vas-y. Voilà. Nous sommes dans une école où le personnel d'encadrement, je vais dire, et enseignants, à part nous, tourne beaucoup. Donc, on a une éducatrice qui est spécialisée pour le DASPA, mais elle est en place depuis 2 ans. Avant, il y en avait une autre. Enfin, on change tout le temps. Donc, face à ce problème de stabilité de l'équipe chez nous, eh bien, c'est nous qui faisons ça. Donc, nous avons 2 classes. Dans une des classes, il y a 2 fauteuils. Quand un élève, je prends un exemple, l'autre fois, il y en a un qui n'était pas bien, il était fatigué. On l'a laissé dormir dans la classe. C'est peut-être pas un exemple pour les autres, mais les autres sont très compréhensifs et ne rouspètent pas. On l'a laissé dormir, on l'a même couvert pour qu'il ait chaud. Et après, il est revenu travailler, il allait mieux. Et c'est un Afghan aussi. Ils ont des mauvaises nuits en général et ils arrivent fatigués à l'école. Donc, nous, enseignants, nous essayons d'être très attentifs à leur quotidien, à leur vécu. On connaît souvent leurs histoires et en général, on a une très, très bonne relation avec eux. Voilà. Mais c'est parce que nous le voulons bien. Et c'est souvent nous qui sommes les personnes référentes. D'ailleurs, Madame Marman, enfin, peut-être
le dire, mais je donne toujours mon numéro privé de GSM, ma collègue aussi, et s'il y a un souci, ben, on se contacte directement et on règle le souci au plus vite. Voilà, mais nous sommes très disponibles. Nous nous rendons très disponibles. Voilà. Et donc, il y a aussi l'élément empathie, disponibilité, humanité qui joue forcément énormément. Je renvoie un tout petit peu vers la communauté néerlandophone. Pieter, wat hebben jullie nodig als centrum om goed Peter, de quoi avez-vous besoin en tant que centre pour pouvoir collaborer avec les écoles? Eh bien, comme j'ai entendu de mes collègues, pour nous, la communication est très importante également. On veut des personnes de référence fixes, donc il est important que nous soyons très disponibles, mais les écoles aussi, donc facilement joignables. Et je veux souligner ce que j'ai déjà dit, il faut connaître le monde dans lequel évolue l'autre. Nous avons des éducateurs qui, pendant les vacances ou les moments moins chargés, qui viennent dans le centre regarder comment ça se passe. Donc, ils entendent des jeunes qu'ils sont fatigués, qu'ils dorment mal, on l'a déjà évoqué, et parfois les enseignants ont du mal à se représenter ce que cela signifie. Jusqu'au moment où ils sont venus dans le centre, remarquent que les jeunes dorment à 4-5 dans une petite chambre, qu'il y a beaucoup de mouvements la nuit et donc ils trouvent difficilement du repos. Dans les écoles, eh bien, il y a des jeunes qui sont fatigués, qui ont des maux de tête. On ne les renvoie pas au centre, on ne leur donne pas de médicaments, on leur offre la possibilité de se reposer, de raconter leur histoire. Et je crois que c'est important pour nous également, en tant que centre, savoir comment travaille l'école est primordial. Savoir quelle est la relation enseignant-élève. Je crois que pour toutes les parties, c'est important de bien se connaître et d'avoir une bonne image l'une de l'autre. Oui, c'est vrai que les connaissances mutuelles sont importantes. De Anne et Karine pour quand même regarder de la perspective d'une école. De quoi est-ce que vous avez besoin de la part du centre pour bien collaborer, que ce soit information, collaboration autour de jeunes individuels. Voilà. Quels sont vos besoins pour plus facilement pouvoir faire votre travail à vous? Bon, vis-à-vis des centres, nous avons encore. Ben moi, je pense qu'on a une bonne collaboration avec les centres. On téléphone en direct, on s'appelle à 6 heures du soir s'il faut. Enfin, le moindre souci, on téléphone, ils nous téléphonent. Je parle pour les petits centres en général, comme El Paso, qui n'est pas un gros centre fait d'asile ou de la Croix-Rouge, c'est plus facile. Les gros centres, on a notamment des élèves de la Croix-Rouge de Jambes. Là, c'est compliqué parce que les éducateurs n'ont même pas un GSM et on ne peut pas les joindre directement. Donc là, on doit passer par une centrale. Et là, c'est compliqué. Mais ce qu'on fait, enfin, moi, je prends ma voiture et je vais jusque-là alors, si j'ai besoin de parler ou de porter du travail. Voilà. Parce que vous mentionnez, ben voilà, on communique beaucoup, mais vous communiquez sur quoi? Sur des choses que vous voyez chez les jeunes, sur des problèmes importants, sur comment ça se passe à l'école ou des inquiétudes que vous pouvez avoir C'est quoi les thématiques sur lesquelles vous échangez avec les centres généralement? Oui, souvent, c'est sur le comportement ou leur bien-être parce qu'on n'a pas vraiment de problème de discipline. Ça va encore. On n'a pas de problème de discipline en général. De temps en temps, un cas. L'an passé, j'avais eu un petit souci avec un résident de Madame Marman, mais je lui ai téléphoné. Non, en gros, ce sont des classes où on ne fait pas de rapport disciplinaire. Peut-être parce qu'on a des petites classes, mais on les suit vraiment. En gros, on n'a pas de soucis. C'est quand on a des grosses classes qu'on a des soucis, parce qu'on ne sait pas bien, on ne sait pas se focaliser sur eux. On a trop d'élèves. Je vois aussi que une des collègues du centre de Herbe a mis quelque chose dans le chat. Peut-être que vous pouvez rapidement prendre la parole parce que c'est encore thématiquement un peu lié à cette thématique et puis après on passe aux bonnes pratiques. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui.
Ok. Donc voilà, moi je suis référente scolaire au Centre fait d'asile d'Herbemont et je trouve que les profs parfois ne sont peut-être pas assez formés par rapport à la connaissance du public qu'on accueille. En tout cas, dans les écoles avec lesquelles je travaille, c'est parfois compliqué et même les profs le disent. Également, les PMS avec qui les écoles travaillent, qui sont amenés parfois à me contacter, ne comprennent pas toujours comment les DASPA fonctionnent, les intégrations officielles, les intégrations provisoires, ce genre de choses. Et donc, ça demande encore plus de travail, je trouve, parfois à amener. Voilà. Oui, effectivement. Et puis, je pense que si vous avez suivi l'intervention de votre collègue à Arnonk, où là, en fait, le fait que les profs viennent visiter le centre a beaucoup facilité, par exemple, la compréhension mutuelle et savoir mieux connaître la réalité des jeunes aussi. Je fais utile je profite de l'opportunité pour voir quelles sont les bonnes pratiques, pour savoir ce que vous faites dans votre réalité. Quelles sont, selon vous, les bonnes pratiques dans votre centre, dans votre réalité? Et pourquoi? Qui prend la parole? Oui. Nous, on est disponible pour les écoles. Enfin, je trouve que ça rejoint ce qu'Aaron Dong disait aussi au niveau de la communication. Donc, de pouvoir aller là-bas et vraiment de montrer aux jeunes que ce n'est pas deux univers différents et que le centre et l'école travaillent main dans la main par rapport à la scolarité du jeune. Parce que sinon, les jeunes, ils coupent vraiment, ils essaient de couper les deux univers. Donc, ils disent à l'école des choses qui ne se passent pas au centre et ils nous disent à nous des choses qui ne se passent pas à l'école et ils essaient de jouer dans cet espace-là. Donc, de montrer qu'on est en connexion, je trouve que c'est une bonne chose par rapport à la scolarité. Et une chose ici que nous, on maintient au niveau de la section MENA, c'est vraiment de dire aux jeunes, une des seules choses obligatoires qu'il y a ici dans la section, c'est qu'on fonctionne avec l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Voilà, on ne passe pas au-delà de ça. Donc, c'est presque la seule chose qu'on martèle, qu'on dit, voilà, il y a une obligation d'aller à l'école, et c'est comme ça. Il fallait choisir un autre pays pour ne pas aller à l'école jusqu'à 18 ans. Vous êtes en Belgique, voilà, c'est avec ça qu'on fonctionne. Quelque part aussi appuyer le besoin et l'utilité de l'école. Wil iemand anders nog een goede praktijk? Est-ce que quelqu'un d'autre a une bonne pratique? Est-ce qu'il y a une description d'une bonne pratique? Est-ce que quelqu'un veut en faire une? Quelqu'un se sent inspiré de décrire quelque chose qu'il trouve une bonne pratique actuellement? Yeah. J'ai dit tout à l'heure que la communication est très importante. Je voulais également clarifier que tout doit être communiqué ou se communique. Le centre, c'est le centre. L'école, c'est l'école. Je remarque également auprès des accompagnateurs de l'école, de la part des DESPA, qu'on passe d'informations que les jeunes peuvent être qu'ils sont. Tout ce qui se passe à l'école ne doit pas nécessairement être communiqué au centre et inversement. S'il y a un suivi, s'il y a quelque chose à communiquer, bon, on le saura. Mais tous les petits problèmes, qui ne se continue pas, où il n'y a pas de continuation au niveau du centre, là, on n'est pas nécessairement informé pour que l'identité des jeunes soit préservée. Je suis vraiment gratifié que les écoles ne le font pas. S'il y a un petit problème de l'école, qu'ils communiquent les problèmes, qu'ils communiquent donc les problèmes. Je pense qu'il vaut mieux que ces problèmes soient résolus là, sur place, pour que les jeunes puissent garder leur identité. Je le compare à la maison. Moi, au sein de la famille, j'étais différent de ce que j'étais à l'école et je crois que cette identité soit préservée. Je trouve que c'est important.
Merci pour cette nuance importante en ce qui concerne la bonne communication et le respect pour la vie privée des jeunes qui a certaines conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent, même éventuellement dans le groupe, mentionner quelque chose qu'ils trouvent vraiment une bonne pratique à l'heure actuelle? Non, bah alors je propose de peut-être rebondir sur une question ou en tout cas un commentaire qui a émergé dans le chat sur justement le post d'ASPA, le post OCAM, où là la collaboration est décrite comme plus complexe, moins de personnes facilement identifiables. Et donc peut-être voilà, voir un tout petit peu quelle est votre réalité par rapport à ça, de l'orientation après le DASPA. Comment ça se passe, hein. Je pense que déjà ce matin, il y avait des mentions par rapport à peut-être une surorientation vers le professionnel ou le CFA. Voilà, et donc peut-être à vous la parole. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ça? Et par rapport à la collaboration et le bon suivi de l'orientation? Ce qui est compliqué dans l'orientation, enfin, dans la post-orientation, c'est la communication et les contacts justement avec les professeurs. Avec les éducateurs, généralement, il y a toujours un contact qui se fait, mais ils sont beaucoup moins encadrants envers nos ENA et les professeurs ne connaissent pas, connaissent moins, sont moins attentifs aux jeunes. Ils estiment que la plupart, en tout cas, que si le jeune a été orienté dans une troisième professionnelle ou autre classe, c'est qu'il en a le niveau et donc il doit s'adapter et se mettre face à la réalité qui est la sienne, d'être plongé comme ça, déjà parfois en plein milieu d'année. Donc, il a déjà tout le retard comme expliquait Madame Laura Emery ce matin, il a déjà le retard de la langue, de l'apprentissage. Il arrive au mois de janvier, il a le retard sur la matière, il a le retard sur la cohésion du groupe. Et donc, c'est beaucoup de choses qui sont compliquées et il est rarement aidé. Généralement, en DASPA, ils sont coucounés, ils sont vraiment pris aux petits soins et puis après, ils sont bombardés dans une autre réalité. Est-ce que c'est une réalité que les autres constatent aussi et peut-être veulent préciser d'autres éléments? Souvent, il y a une incompréhension des collègues quand les élèves sortent du DASPA et vont dans des classes traditionnelles, je vais dire. Il y a une méconnaissance de ce profil d'élèves et il y a parfois pas toujours de la bonne volonté non plus pour se mettre au niveau de cet élève-là, pour le comprendre. Et c'est vrai, nos collègues ou dans les autres écoles, je pense, sont moins encadrants. Et c'est comme s'ils devaient rentrer dans le rang ou prendre le train en marche et il faut qu'ils avancent. Voilà, c'est ce qu'on a déjà remarqué. Et donc, ils sont un peu désemparés, les élèves. Alors, on a des retours parce qu'ils viennent nous dire bonjour et on se rend compte que c'est difficile parfois d'accrocher et certains décrochent alors. Donc, c'est une transition pas évidente et avec toujours un risque de décrochage. Tout à l'heure, je voyais Marc qui voulait prendre la parole. C'était pour aller dans le même sens que les élèves, quand ils débarquent comme ça, il y en a qui veulent aller, par exemple, en classe vraiment très, très traditionnelle. Puis ils remarquent qu'il leur manque vraiment tout un background parce que même s'ils connaissent la langue, etc., il y a plein de choses qu'ils n'ont pas appris pendant 9 ans. Et donc, ils décrochent relativement. Et ce qu'il y a comme possibilité, du moins, dans le temps direct, là-bas, quand ils sont au centre, c'est d'aller vers du technique ou vers du professionnel. Heureusement qu'après, bon, on a quand même plein de filières en Belgique pour pouvoir faire autre chose. Donc quand on les revoit après, ils ont fait autre chose. Mais après, il a vraiment fallu qu'ils gravissent presque tous les échelons pour pouvoir aller vers autre chose que du technique ou du professionnel.
Merci à vous trois. Pieter, is dat ook een realiteit? C'est une réalité que tu vis en poste d'ASPA ou est-ce que la communication est peut-être plus facile avec les coachs de suivi? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Je n'ai pas bien compris. Peut-être mon micro ne fonctionnait pas très bien. On se posait la question sur le poste d'ASPA. D'un côté, là, il y a moins d'ouverture et la communication est moins facile. Et je me posais donc la question en ce qui concerne la Flandre. Quelle est la position de la Flandre du côté francophone? Il y a des coachs suivis. Mais en Flandre, qu'en est-il? Est-ce que le poste CAM est différent que le OCAN? Est-ce que ce sont les mêmes défis? Il y a certainement une différence. DASPA est vraiment orienté vers les groupes cibles, sur les groupes culturels qui sont là dans ces classes. Et quand les enfants passent à l'enseignement post-DASPA, je ne dirais pas qu'il y a moins de compréhension, en tout cas, il y a moins de connaissances. Quand des professeurs et les accompagnateurs d'ASPA se côtoient, les jeunes d'une autre façon, se positionnent d'une autre façon. S'il y a la culture, entre guillemets, l'humiliation par rapport à les autres, la dynamique est différente. Et cela se fait avec les écoles normales, entre guillemets. Les jeunes décrochent plus facilement parce qu'ils se sentent moins compris. Mais bon, à nouveau, nous avons des jeunes qui font de l'enseignement professionnel à mi-temps en tant que collaborateurs de production. Et là, nous voyons que lorsqu'il y a des endroits de page où on travaille, par exemple avec de la viande de cochon, bon, c'est un peu compliqué. Mais bon, pour les jeunes, c'est une confrontation en quelque sorte. Ils se sentent mal compris. En ce qui concerne le groupe cible, là, je note une différence. Nous travaillons ensemble avec les écoles d'ASPA, de façon intensive d'ailleurs. Et à nouveau, cette communication arrivera plus vite chez nous que dans les écoles, entre guillemets, normales. Merci pour ce complément d'information. De façon transversale, auprès de vos quatre, ce que j'ai compris, que les nuits sont compliquées, ils ont des difficultés à dormir, ils ont parfois des maux de tête. Comment voyez-vous la collaboration entre l'école et les centres pour voir ces signaux quand les choses ne font pas si bien? Quelles sont vos expériences? Aussi, le fait de détecter des problèmes d'apprentissage ou d'autres éléments qui pourraient compliquer le parcours de ces jeunes et où la collaboration est plus que nécessaire, la collaboration entre les centres et les écoles. Je constate que les écoles voient beaucoup plus que nous. Nous avons 61 de jeunes non accompagnés, de mineurs non accompagnés. Et pour l'instant, c'est une logistique très simple. Un lit, le manger, etc. Ce n'est pas que nous n'y prêtons pas attention, mais avec 61 jeunes, c'était beaucoup plus compliqué. Et nous notons qu'il y a des petits problèmes par-ci, par-là, des choses simples, le fait qu'un jeune n'entend pas bien ou ne voit pas bien, et qu'ils ne mangent pas bien ou qu'ils ont des problèmes médicaux. Et les professeurs les voient plus facilement ou l'accompagnateur des élèves le voit plus facilement, les PMS par exemple, plus facilement que nous. Et c'est plus facile que nous ayons cette communication et que nous puissions intervenir. On ne peut pas dire que nous n'y prêtions pas attention, mais 4 yeux fois plus que de Dieu, et ça nous apporte un soutien très conséquent. C'est un élément qui a été très clairement démontré dans notre recherche, qu'il y a une complémentarité est absolument nécessaire pour détecter certains problèmes. De détecter des besoins qui soient en matière de santé mentale ou au niveau médical ou au niveau de troubles d'apprentissage.
quelle est votre expérience de justement cette collaboration ou cette complémentarité de l'école et du centre? Oui, l'école nous fait des fois des remarques que des jeunes, ils arrivent et puis ils s'endorment presque en classe. Donc, comme à Rennes, on a 66 jeunes là, pour le moment. Et donc, il y en a même qui sont dans un autre bâtiment parce que ce sont des ménages autonomes. Donc, les éducateurs, ils ont moins de temps à consacrer à 20 jeunes, enfin avec 66 qu'avec 20 jeunes. Avant, on avait un suivi beaucoup plus individualisé. Ici, on fait vraiment un suivi de groupe. Tandis qu'à l'école, je crois que les profs peuvent certaines choses. C'est une prof qui a relevé. Le jeune n'osait même pas nous le dire, mais le gamin, il voyait pas. Il voyait pas. Donc, il ne comprenait même pas ce qu'on lui disait, etc. Parce qu'il était vraiment focalisé sur le fait qu'il voyait presque rien du tout. Donc là-bas, ça va. On a été interpellé par l'école. On a pu aller le faire voir chez un oculiste, etc. Et donc, c'est vrai qu'au niveau de l'école, il y a des choses beaucoup plus, parce que quand ils sont dans le centre, les jeunes, ils sont entre eux. C'est un peu comme moi, j'ai des gosses à la maison, ils sont plus souvent dans leur chambre qu'avec nous. Là, c'est pareil, ils sont dans leur chambre, ils sont entre eux, et les éducateurs ne les voient qu'à certains moments. Prof, il les a presque pendant entre 4 et 6 heures par jour. Donc, des choses sont plus facilement détectables. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'on puisse communiquer tout le temps. Mais donc, c'est une communication et une collaboration assez précieuse parce que c'est des éléments importants à pouvoir suivre. Caroline ou Karine et Anne, est-ce que vous voulez encore réagir à ce sujet-ci? Oui, je suis d'accord effectivement avec ce que les autres collaborateurs disent. Maintenant, c'est toujours dans les DASPA. Parfois, nous, on accueille des jeunes qui viennent d'autres centres et qui ont déjà été orientés et donc pour qui on doit orienter de nouveau dans des classes extérieures. Ces relais, ces communications sont tout de suite moins clairs, moins attentifs parce que de nouveau, on tombe sur des professeurs qui sont moins attentifs et qui donnent leurs cours sans avoir les attentions particulières aux jeunes. Chez nous, on a quand même aussi quelques petits. Maintenant, autant c'est très variable. Il y a 6 mois, on n'avait pas de jeunes en dessous de 14 ans et la majorité des Afghans. Maintenant, on a de nouveau presque une dizaine de jeunes en dessous de 13 ans, donc qui vont dans les écoles primaires aux alentours. Et il y a une très bonne collaboration aussi, mais parfois, ils vont dans des grosses écoles, pas des petites écoles de village. Les professeurs s'étonnent que le journal de classe ne soit pas signé pour un petit qui est en 4e primaire et ils ne se rendent pas compte de nouveau que c'est pas comme à la maison où on regarde le journal de classe où il est signé, où le jeune, s'il perd un papier, on peut téléphoner au voisin parce que l'enfant est dans la même classe. Ici, les contacts sont plus compliqués aussi, quoi. T'as pas ton micro. Oui, merci. Anne et Karine, est-ce que vous voulez encore réagir par rapport à ça? Oui. Non, ça va, ok. Alors moi j'ai une petite question en backup, mais à la base on avait dit qu'à partir de maintenant on ouvrait un peu les questions au public. Donc je vais d'abord donner la priorité au public pour poser toutes ces questions. Et sinon après, moi je vous re-embête avec une question à moi. Voilà. Dus als jullie nu Si vous avez des questions pour les membres du panel, n'hésitez pas. Levez la main. Of commentaar, des commentaires. Ok, Fatma? Fatma. Tu peux prendre la parole. Je suis là. Je vais juste désactiver l'interprétation. Voilà, en fait,
j'ai parlé trop vite tout à l'heure. Je ne pensais pas que je devais attendre jusqu'à la fin. Voilà, en fait, je voulais simplement dire que, par exemple, dans l'école dans laquelle j'enseigne, l'après d'ASPA consiste en cours de FLE, par exemple, et FLA. Et puis aussi, il y a des cours de remédiation en sciences, en mathématiques. Voilà, en fait, il y a tout ce dispositif qui permet aux élèves de rattraper quelque part leur retard et puis se sentir un peu mieux intégrés dans la classe et puis avec leurs camarades aussi. Je ne sais pas si ces pratiques se font dans d'autres écoles et voilà, je serais curieuse de connaître les autres expériences et pratiques. Merci. Pour rebondir, nous, il y a très peu d'écoles qui donnent cette possibilité de remédiation individuelle. Par contre, nous, au niveau du centre, on travaille avec énormément de bénévoles qui font du suivi individuel. On avait essayé à un moment de prendre des bénévoles qui prenaient 2-3 jeunes en français, mais c'est trop compliqué. Donc, c'est vraiment à la demande du jeune. On a aussi essayé de l'imposer, mais ça ne marchait pas. Donc, c'est à la demande du jeune et on a des jeunes qui ont des bénévoles qui viennent en soirée généralement, soit faire des cours vraiment de français, soit faire de l'aide aux devoirs. Voilà. Merci. D'autres réactions par rapport à ça, à cette question? Mais chez nous, c'est comme à El Paso, on a aussi une école, une école de devoirs, oui, une aide aux devoirs, tenue par des bénévoles 3 fois par semaine. Et c'est vrai que là, au moins, on essaie de dispatcher au maximum pour que ce soit en face-to-face, parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir seulement un jeune. Donc voilà, c'est une chose qu'on a mis en place ici au niveau du centre. Merci. Je vois aussi dans le chat un commentaire de Jean Dany sur l'importance ou le rôle attendu d'une direction en tant que facilitateur niveau communication et dynamiseur d'équipe. Alors, si vous voulez, vous pouvez toujours prendre la parole pour expliquer un peu plus, ou sinon je ferai des suppositions. Mais donc, j'imagine que probablement cette remarque, on peut tant l'appliquer sur les directions de centre que les directions d'école, hein, sur le fait qu'on mette l'accent sur le besoin de communiquer et d'aller vers l'autre partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'avais peut-être encore une question pour vous tous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des MENA, mais aussi tous les enfants accompagnés. Et donc, c'est aussi toute la question de comment impliquer les parents, comment est-ce que le centre peut impliquer les parents par rapport à la scolarité et comment l'école peut impliquer les parents par rapport à la scolarité. Et je voulais un peu voir quelle est votre expérience ou votre vécu en la matière, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne un peu moins bien. Je vais parler pour Florène. Donc, on essaie, quand il y a des enfants en famille, on essaie vraiment d'appliquer les parents, mais au tout début, quand on a par exemple des parents qui ne parlent pas le français, ben, on les accompagne, etc. Parce que sinon, ben, on crée plus de difficultés que de solutions. Mais on essaie vraiment de les appliquer dès le début, visite de l'école, on va trouver l'instituteur, etc. de la classe d'ASPA avec les parents. Et puis, on les implique, c'est eux qui signent tous les papiers, etc. Donc, je veux dire, c'est pas le centre qui s'occupe de l'aspect scolarité. Donc, on réimplique les parents. Bien, s'il faut, beaucoup de temps à expliquer les enjeux de l'école, ce qui s'y passe, etc. aux parents, pour que les parents puissent gérer la situation avec un maximum d'autonomie. Mais on ne leur demande pas d'emblée de s'occuper à 100% de la scolarité des enfants, parce que sinon on irait droit dans le mur. Oui, Attends, Marc, tu as coupé ton micro. Oui, c'est parce que j'avais fini, mais voilà. Je ne sais pas si tout le monde a entendu.
Ok, mais effectivement, ce besoin d'impliquer les parents, le besoin quelque part à la fois d'accompagner et en même temps l'autonomie des parents, c'est important. J'ai pas de parents, donc Voilà. je fais que des MENA. Pieter, heb jij bepaalde ervaring rond het betrekken van de ouders en hoe dat wel of minder goed verloopt? Ik kan spijtig genoeg daar weinig voorbeelden in delen, omdat ik de schoolopvolging doe van onze niet begeleide minderjarigen. De schoolbegeleiding van kinderen in gezinsverband wordt bij ons door iemand anders gedaan, door een andere dienst. Ik denk dat vooral dat daar wel heel veel aandacht wordt besteed aan de verschillen ook te kaderen. Onderwijs in het thuisland, onderwijs in België. Waar liggen bij ons de belangen? Waar wordt veel belang aan gehecht door de school? Bijvoorbeeld ook op tijd komen. Maar evengoed de betrokkenheid van de kinderen altijd te gaan afhalen. Niet een kennis naar de school sturen om de kinderen eens af te halen, maar dat de ouders ook persoonlijk langs gaan. Ik merk wel dat soms de kleinere kinderen vaak meer zelfstandigheid van wordt gevraagd. En dat ouders snel redeneren, of misschien spreek ik me daar iets te hard in uit, maar de ouders verwachten dat de kinderen wel zelf van school thuis raken, maar dat je dan een enorme bezorgdheid vanuit de school krijgt, van gaat dat wel lukken, enzovoort. En ik merk wel dat mijn collega daar veel tijd in probeert te steken in die context wat te kaderen, zodat voor de gezinnen ook duidelijk wordt waar dat de scholen veel belang aan hechten. Dankjewel. Peut-être Anne et Karine, j'imagine que dans vos élèves, vous avez aussi des enfants qui sont accompagnés de leur famille. Comment ça se passe la collaboration ou la communication? Est-ce que vous passez essentiellement par le centre, essentiellement par les familles, vous impliquez les deux? Voilà. Comment ça se passe? On passe par le centre en général, quand il y a des familles. Voilà. Mais on a aussi des élèves qui ne sont pas forcément des réfugiés, qui ne parlent pas français. On a notamment une brésilienne. Et là, on n'a pas plus de contact parce qu'il y a toujours ce problème de la langue. Donc, on passe par le jeune, on explique, mais non, on n'a pas vraiment de contact avec les parents. D'accord. Mais donc, effectivement, la question linguistique et la connaissance du système des parents a forcément beaucoup d'impact sur leur niveau d'implication ou volonté d'impliquer. Je vois qu'il reste 4 minutes. Alors, est-ce que les autres participants ont des questions ou est-ce que les membres du panel ont des questions pour les autres membres du panel? Voilà. Parole est à vous. Sinon, je passe à une petite conclusion, mais je veux quand même laisser encore un peu de place aux questions. Voilà, je pense que tout le monde a peut-être besoin d'une petite pause, un repas, un petit café, etc. Je me permettrai peut-être quand même alors, quelques petits mots, un petit mot de conclusion. Bon. Imaginez ici sur place, donc vous me pardonnerez si je ne suis pas exhaustive. Mais je pense qu'un premier défi commun pour les centres et les écoles, c'est le contexte. Le contexte politique, le contexte des arrivées, le trop d'élèves, le pas assez d'élèves, la possibilité de faire des niveaux, pas faire de niveaux, de collaborer avec des écoles qui ont de l'expérience, moins d'expérience. Et donc, tout ça a un énorme impact. Deuxièmement, je pense que c'est deux secteurs où il y a un turnover assez important. Et donc, cette personne de référence qui est tellement clé, elle revenait dans toutes vos interventions. Le fait d'avoir une personne de référence connue dans un centre et une personne de référence connue dans l'école, c'est tellement important pour cette communication qui est clé. Mais donc, forcément, les conditions de vie, de travail, etc. peuvent influencer ce facteur tellement important. Je pense qu'un autre élément que j'ai entendu chez vous toutes et tous, c'est vraiment la question de la communication, la disponibilité,
mais une communication qui est basée sur une empathie par rapport aux jeunes et une volonté de connaître la réalité de l'autre, pas que du jeune, mais aussi en tant qu'école de connaître la réalité des centres et des centres de connaître la réalité des écoles, de connaître les profs, voilà, d'avoir vraiment cette ouverture. Et même si globalement cette communication, hein, sans vouloir préjuger de partout, au niveau d'ASPA, elle semble déjà quand même bien établie chez pas mal. Je pense que le constat global de cette communication post-ASPA, post-OCAN, semble quand même être encore un défi qui demande encore plus de communication, encore plus de collaboration. Et en même temps, on voit qu'il y a énormément de belles pratiques qui partent d'une humanité, belles pratiques qui font que tant les centres que les écoles se rendent compte du vécu des jeunes, de leurs besoins de sommeil, de leur vécu traumatique et de créer quelque part une place pour les inclure en tant que tels avec tout leur vécu dans les écoles. Et c'est là où on arrive à accrocher les jeunes. Voilà. C'est ça que moi je retiens. Peut-être que dans une demi-heure ou dans 2 jours, j'aurai des choses encore plus sensées à vous dire. Mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. C'était passionnant. Hartelijk bedankt, het was echt heel interessant. Je pense aussi qu'on peut remercier nos interprètes. Donc voilà, vous pouvez faire le hola en virtuel. Et il est pile poil 12h45, donc je vous renvoie vers la séance plénière. Au plaisir de vous revoir et voilà, continuez comme ça parce que je trouve que quand même on sent une énergie qui veut le mieux autour de cette table virtuelle. Donc voilà, merci et à bientôt. Merci.